Bienvenue dans ce 56e numéro de Terre de l'Aube, un rendez-vous mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir les liens entre agriculture et vie quotidienne. Lorsque nous nous lavons les mains, faisons une machine de linge, cela devient des eaux usées. Et figurez-vous que les agriculteurs participent au recyclage de ces eaux usées. Je n'en dis pas plus, place au sommaire. Aujourd'hui, dans Terre de l'Aube, nous allons découvrir comment sont recyclés les boues des stations d'épuration. À Saint-Lié, la station purifie l'eau de 4800 habitants. Ce qui ressort d'une station d'épuration, c'est de l'eau traitée avec des normes pour permettre la vie dans le milieu naturel en aval. C'est-à-dire par exemple si on rejette dans un cours d'eau pour permettre la vie des poissons. Et nous avons aussi des boues qui sont en fait les bactéries qui nous servent au traitement et qui à la fin sont extraites, donc des bactéries mortes que l'on retrouve sous forme de boue qui sont évacuées à des fréquences régulières de la station. Mais que deviennent les boues? Nous verrons comment les agriculteurs participent à leur recyclage et dans quelles conditions. C'est-à-dire c'est soit on sème une culture rapidement derrière, souvent du colza, ou après c'est un engrais vert pour stabiliser et absorber les éléments du produit. Il y a une vingtaine d'hectares ici et encore après tout le long de la nationale, toutes les parcelles au niveau de Fouchères sont éligibles à l'épandage des boues. Comment coordonner les besoins des communes qui stockent les boues avec des agriculteurs qui doivent présélectionner des parcelles d'épandage? La Chambre d'agriculture propose un service de coordination. L'agriculteur arrive en disant je les ai mis sur telle parcelle, on a mis dans telle quantité, etc. Et de prévoir où vont aller les boues en 2012. Quel est le lien entre l'eau de nos douches, vaisselle et les parcelles agricoles? Réponse avec nos invités. Nos invités, ils sont au nombre de 3. Je commence par ma gauche avec Nicolas Juillet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous avez plein de titres. Vous êtes vice-président de la commission permanente du Conseil général, mais vous êtes aussi président de la commission tourisme, environnement et cadre de vie, toujours au Conseil général. Et vous êtes aussi président du syndicat départemental des eaux de l'Aube. Ça tombe bien, c'est un peu le thème de ce soir. De l'autre côté de la table, un agriculteur, Christophe Pron. Alors, vous êtes élu à la Chambre de l'agriculture et vous êtes responsable de la commission environnement. Bienvenue. Merci. Et à vos côtés, un maire, le maire de Ronay-l'Hôpital. Il s'agit de Brice Martin. Bienvenue. Ça se trouve à côté de Brienne, je crois. Côté de Brienne, oui. Première question pour vous, peut-être, Nicolas Juillet. Pour bien comprendre comment on obtient les boues, il faut s'intéresser aux stations d'épuration. Première question pour bien comprendre, on est très pédagogique dans cette émission. Qu'est-ce qui rentre dans une station d'épuration ? Ce qui rentre dans une station d'épuration, c'est tous les déchets des eaux usées, de la vaisselle, des douches, des sanitaires, donc qui rentrent dans la station d'épuration pour y être décomposés, je dirais, par des bactéries. Et donc, comme ça vous a été dit dans le reportage, ces bactéries vivent et meurent, naissent, vivent et meurent, et quand elles meurent, ça fait des boues, et c'est ce qui est épandu au niveau agricole. Et c'est surtout ce qu'on va découvrir grâce à ces images, la suite, donc après l'arrivée dans la station d'épuration, la suite, nous allons la découvrir en images. Alors pourquoi les stations se trouvent à proximité de cours d'eau? Pourquoi à partir d'eau usée, on obtient des boues plus solides? Finalement, ces boues, de quoi s'agit-il? Afin de répondre à toutes ces questions, direction la station d'épuration de Saint-Lié. Avant d'arriver à cette station d'épuration, les eaux usées de Saint-Lié et Barberet ont transité via 37 km de canalisation. Cela correspond à, à un équivalent habitant de 4800. L'objectif de la station d'épuration consiste à filtrer les eaux usées pour les rendre impropres à la consommation mais rejetables dans le milieu naturel. Au sein du Conseil général, Gaëlle Fernandez travaille en tant que conseillère technique du CETES. Elle résume le fonctionnement en 3 étapes: filtrage, traitement, stockage, qui fonctionne 24 heures sur 24. Un habitant consomme à peu près 150 litres d'eau par jour et rejette 150 litres d'eau par jour. Donc vous avez largement la possibilité de prendre votre bain tous les soirs. La première étape consiste à filtrer les résidus solides à travers des grilles. Les lingettes posent problème. Tout simplement parce que ça va déjà se déposer en amont sur le réseau. Donc ça va générer des bouchages de canalisation. Et effectivement sur la station, les canalisations aussi sont éventuellement perturbées par ces filamenteuses, ces bouchages. Après cette étape, le filtrage s'affine. Alors juste après le dégrillage, vous avez ici un dessablage qui permet une première décantation, donc une décantation des sables et graviers qui pourraient arriver sur la station. Ensuite ici vous avez un dégraissage, donc c'est un dégraisseur, on envoie des fines bulles dans le fond de l'ouvrage, les graisses remontent à la surface où elles sont raclées.
Ici, le processus de traitement dure 24 heures. Pour traiter les graisses par voie biologique avec des bactéries, il faut plus de temps. On n'a pas le temps en 24 heures de les traiter sur les ouvrages. C'est pourquoi elles sont récupérées en amont. Et sur les très grosses stations, vous avez un traitement des graisses qui peut être mis en place. La deuxième étape, le traitement, se déroule dans ce bassin grâce à des bactéries. Bon, le bassin d'aération, donc c'est là que nous allons faire travailler nos bactéries qui vont traiter la pollution. Donc nous aérons le bassin d'aération puisque ce sont des bactéries qui respirent pour traiter la pollution et on les laisse dans cet ouvrage se restaurer de nos déchets. Nos eaux usées vont être mélangées à des bactéries, donc ce qu'on appelle des boues, dans ce bassin où elles sont concentrées ces boues. C'est pourquoi la couleur de nos eaux usées va devenir marron puisqu'elles sont mélangées donc à nos boues de couleur assez foncée. Dans le fond du clarificateur, ces boues décantées vont être récupérées et renvoyées vers ce bassin pour traiter à nouveau la pollution. Après ce cycle, l'eau est enfin prête à être rejetée dans la rivière voisine. À la sortie de la station, nous récupérons des eaux traitées qui conviennent donc pour le milieu naturel en aval. Donc ici un cours d'eau avec la vie aquatique dans ce cours d'eau. Donc voici la couleur des eaux traitées en sortie de station. L'eau n'est pas le seul élément sortant. Et nous avons aussi des boues qui sont en fait les bactéries qui nous servent au traitement et qui à la fin sont extraites, donc des bactéries mortes que l'on retrouve sous forme de boue. Troisième étape, ici 14 mètres cubes de boue sont stockées. Celles-ci peuvent alors être recyclées. Pour nous, elles sont épandues dans les chambres, prises par des agriculteurs avec une citerne à lisier. Et donc, suivant un plan d'épandage que nous avons mis au point avec les agriculteurs. Le cycle de la station d'épuration permet donc d'obtenir une matière première, les boues. Nicolas Juillet, j'ai bien compris, les boues, ce sont des bactéries. En revanche, les bactéries, d'où elles viennent? Il y a quelqu'un qui vient avec son petit seau de bactéries qui les jette dans le bac. Comment ça marche? Alors, les bactéries sont contenues naturellement, je dirais, dans l'eau et dans les déchets. Mais c'est surtout le fait qu'elles sont beaucoup aérées. Elles demandent beaucoup d'oxygène pour pouvoir travailler. Donc c'est pour ça qu'on aère fortement les bassins pour que les bactéries puissent continuer de se développer. Si on n'aère pas, elles meurent aussitôt. Donc elles mangent dans les bassins, se reproduisent dans les bassins, donc il y en a constamment. Voilà. Très bien, voilà qui est clair. Alors Brice Martin, on a entendu un point de détail dans le sujet qui me semble intéressant. Ce sont les lingettes. Apparemment, c'est un vrai fléau. Est-ce que vous avez le même souci à la commune de Ronay-l'Hôpital? Oui, c'est un réel problème, les lingettes. Pourquoi, ça bouche tous les mécanismes, surtout de pompe. Mais ça est encore arrivé récemment ou pas? C'est arrivé récemment encore, et on est arrivé à griller une pompe qui, au bout de 13 ans, n'avait pas bougé. C'est le gros problème, c'est de dire aux gens que c'est des lingettes biodégradables. Ce sont des lingettes biodégradables, mais au bout de 4, 5, 10 ans. Alors que là, mais pas au bout d'un mois. Voilà qui est très clair. Donc à éviter. Donc Nicolas Juillet, apparemment, il y a des choses qu'il faut éviter de jeter. On voit pas. Les lingettes se retrouvent théoriquement dans une poubelle. Voilà qui est très clair. Nicolas Juillet, est-ce qu'on peut faire attention donc à ce que l'on met dans l'eau, vaisselle, etc. Est-ce que ça s'améliore? Alors, faut faire très attention à ce que l'on met. Par exemple, dans les réseaux d'assainissement, il ne faut pas rejeter de peinture, il ne faut pas rejeter de solvant, parce que là, il y a des choses qui tuent les bactéries au bout. Donc, on arrive à avoir de l'eau de javel et autres. Donc, aujourd'hui, il y a des produits qui sont homologués pour se servir de ça, donc qui facilitent aussi la vie microbienne. Mais c'est clair qu'il faut faire très attention à ce que l'on met. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Il y a des produits qui sont agréés pour le nettoyage, parce qu'autrement, en trop grande quantité, ça détruit l'ensemble de la flore. Alors que ce soit dans des stations d'épuration ou que ce soit sur de l'assainissement individuel, puisque toutes les eaux ne vont pas à station d'épuration, mais il y a aussi de l'assainissement individuel. Alors Christophe prend quand même une question. On a vu une image de la zone de stockage. Pourquoi elle a une taille si importante? Pourquoi il faut le stocker apparemment si longtemps? Alors bon, c'est fonction de la taille de la commune et du nombre d'habitants surtout. Mais c'est aussi fonction de critères, d'impératifs réglementaires. C'est qu'il y a des périodes pendant lesquelles
les épandages sont autorisés et d'autres pendant lesquels les épandages sont interdits. Ça dépend de la culture d'automne ou de printemps. Ça dépend. De toute façon, si le sol est nu, c'est interdit d'apporter un effluent organique. Et là, il s'agit c'est la même réglementation qui concerne les boues, mais qui peut aussi concerner d'autres effluents d'élevage d'ailleurs. Donc en clair, on ne peut pas vider tout le temps, donc il faut bien stocker. Oui, voilà, et en plus, de toute façon, les conditions climatiques ne permettent pas d'aller tout le temps dans les parcelles faire des épandages, d'autant que c'est interdit également au sol enneigé, sol gelé, et puis bien évidemment, quand les sols sont détrempés, l'agriculteur n'aurait aucun intérêt à défoncer ses parcelles. On va y revenir. Alors, quel est le lien entre eau usée, station d'épuration et agriculteurs? Existe-t-il un contrat entre la commune et les exploitants agricoles? Alors, pour répondre à toutes ces questions, je propose de voir le sujet suivant. Ces parcelles agricoles permettent de recycler les boues de 800 habitants des communes entre Fouchères et Chappes. La station, nous l'apercevons là-bas au fond et les parcelles sont tout autour. Il y a une vingtaine d'hectares ici. Et encore, après tout le long de la nationale, toutes les parcelles au niveau de Fouchères sont éligibles à l'épandage des boues. Une même parcelle peut recevoir des boues uniquement tous les 5 ans. Frédéric Locher s'organise tous les ans pour mettre à disposition une dizaine d'hectares sur les 270 de son exploitation. Les boues servent d'engrais. Dans ces boues, donc, il y a des éléments fertilisants pour les cultures, type l'azote, l'acide phosphorique, le magnésium et d'autres choses. Les boues, pour moi, sont un coût à zéro. Donc pour l'intérêt financier pour aller au bout, en gros c'est une centaine d'euros d'hectare que j'estime d'économie sur mon poste charge d'engrais sur la parcelle. Donc pour 10 hectares, ça me fait 1 000 euros tous les 5 ans que j'économise sur l'exploitation. Voilà. Pour l'épandage, Frédéric ne s'occupe de rien. Il valide juste la date avec le syndicat des eaux ou la chambre d'agriculture après avoir signé une convention avec la mairie. C'est-à-dire c'est soit on sème une culture rapidement derrière, souvent du colza, ou après c'est un engrais vert pour stabiliser et absorber les éléments du produit, enfin des boues de station d'épuration qui ont été mises dans le champ. Et on est prévenu de la date, de la disponibilité du champ, parce que selon la météo, selon le produit qu'il y a dans le champ, parce que quand il reste la paille, on demande à ce que le prestataire attende que la paille soit enlevée. Donc non, là-dessus on est informé de la parcelle et de la date à laquelle va venir le prestataire. Avant l'épandage, les agriculteurs sont informés des teneurs en engrais et autres produits des boues dont la qualité dépend des habitants. Qui casse un thermomètre dans ses toilettes, les boues sont impropres à tout usage. Nous sommes agriculteurs, mais on est aussi habitants. Ces boues, que s'il fallait les traiter, ça coûterait sur 10 fois plus cher. À Saint-Lié, le maire a aussi fait le choix de s'appuyer sur les agriculteurs pour recycler les boues. Ce n'est pas la seule solution, il existe d'autres façons, bien sûr, soit par exemple par brûlage, pourquoi pas, ou alors en mélangeant les boues avec des végétaux pour faire du compostage. Mais nous avons cette solution. Pour nous, c'était une solution un peu de facilité, si je puis dire, mais qui nous rend bien service, et puis à eux aussi, puisqu'ils sont directement concernés, puisque c'est un des agriculteurs qui fait lui-même le transport des boues. Voilà. À la station d'épuration, les boues sont stockées ici, avant épandage. Une étude préalable a permis de sélectionner 35 hectares de parcelles. Ce sont des terrains qui sont bien sûr mis à disposition, mais qui font partie d'un plan d'épuration et donc avec un suivi agronomique. Pour des raisons agronomiques, l'épandage est interdit entre le 1er novembre et le 15 janvier. Ensuite, nos eaux usées peuvent être réutilisées après filtrage dans les champs. Alors si je résume, 1, les boues ce sont des bactéries mortes issues des stations d'épuration. 2, ça peut servir d'engrais. Mais Christophe Pron, si c'est un engrais, les boues elles sont variables en teneur d'engrais, d'azote ou que sais-je. Comment il fait l'agriculteur pour savoir combien il faut mettre après pour compléter dans sa parcelle? Comment il fait? Il se fie justement, le but de la mission de valorisation des boues, c'était d'éclaircir un peu les choses. Et on partait d'une situation dans les années 90 qui était très tendue, où il se faisait un peu tout et n'importe quoi. Certains agriculteurs achetaient des boues, d'autres les prenaient gratuitement. Il y avait des fois, elles étaient pâteuses, épaisses et consistantes, elles avaient une réelle richesse, et d'autres où c'était quasiment de l'eau. Donc le but de la mission, c'était d'éclaircir les choses, que chacun puisse jouer gagnant-gagnant. La collectivité en trouvant un épandage le moins cher possible et à proximité, et l'agriculteur en étant sûr de la situation du produit qu'il reçoit. C'est-à-dire il a une donc fiche, il y a des analyses, effectivement, il y a des analyses régulières qui sont faites sur les boues que l'agriculteur reçoit. Il connaît la teneur
comme l'a dit Frédéric Lochet, dans des différents minéraux. Il y a aussi d'autres richesses qui sont organiques, mais en tout cas pour les teneurs minérales, elles sont clairement établies et l'agriculteur complète avec ses engrais habituels pour alimenter ses cultures. Mais est-ce que ces boues peuvent être épandus dans tout type de parcelles? Alors presque tout type de parcelle. Le but d'avoir un plan d'épandage, c'est justement de dire telle parcelle est éligible, telle parcelle n'y est pas parce qu'elle est à proximité d'un point d'eau, parce qu'elle est en pente, parce qu'elle fait partie d'une zone de périmètre de captage pour l'eau potable. D'accord, voilà qui est très clair. Brice Martin, toujours pour compléter, dans ce sujet, l'épandage est cité comme une solution de facilité. Est-ce que c'est une solution surtout pertinente selon vous, parce que vous avez les agriculteurs à côté, que sais-je? Généralement, on voit toujours l'intérêt général et on essaye d'aller au minimum du coût. Donc on se rapproche des agriculteurs à domicile. Et c'est un fait que c'est pratique donc. On est au plus pratique, je pense. Faire appel à un prestataire de service, c'est bien, mais on a vu dans le reportage que c'était pas toujours évident. C'est pas toujours la bonne période, le bon jour. Les parcelles sont pas toujours disponibles. Donc Christophe Pro, en avance, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué à gérer. Ouais. Est-ce que les agriculteurs déjà sont volontaires pour épandre les boues? Déjà, première question. Et est-ce que c'est assez courant, finalement? Est-ce que c'est bien accepté dans le milieu agricole? Bon, je pense que les choses, justement, se sont détendues ces 10 dernières années. Mais sinon, effectivement, comme on était dans une période de surprécaution, ou en tout cas on ne fait rien, on ne bouge pas parce qu'il peut y avoir des risques potentiels, parce que justement, il y avait beaucoup d'inconnus. Donc, le fait de savoir comment sont collectées les boues, comment elles sont récupérées, traitées pour avoir une eau potable à la sortie, d'une part, et pour avoir une boue qui soit relativement stabilisée, dont la richesse correspond à quelque chose, c'était important de s'y investir. C'est tout l'objet. Il y a beaucoup d'industries agroalimentaires qui, par précaution, disaient non, on refuse de prendre les produits. Les agriculteurs sont volontaires ou pas déjà? Aujourd'hui, les agriculteurs dans l'ensemble sont volontaires. On va toujours trouver un ou deux réfractaires. Mais de toute façon, l'étendue des surfaces dans le département est telle qu'il y a certainement plus de demandeurs ou de gens qui sont prêts à accepter l'épandage de boue que de gens qui sont en situation de dire non, j'ai encore un doute, j'hésite, je ne veux pas. En tout cas, la démarche est volontaire de la part d'agriculteurs et c'est assez bien répandu. Après, si Martin, vous parliez d'économie tout à l'heure, c'était évoqué aussi dans le sujet, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que c'est plus économique aussi comme solution d'épandre les boues dans les parcelles? Oui, tout à fait. Nous, je vais prendre l'exemple sur notre commune, on a un épandage à 4,50 € du mètre cube, sur un rayon d'action d'environ 5 km. Donc c'est raisonnable, pour la collectivité. Si on le fait... si on va plus loin. Si on va au plus loin, si on double rien que le rayon d'action, on passe tout de suite à 25-30 €. Et ensuite, ça dépend aussi de la nature des boues. Si c'est des boues qui ont des natures qui ne correspondent pas aux épandages, ou qui ne peuvent pas être épandues, donc on va arriver à des 30-50 € du mètre cube. Et voir aussi des boues, s'il faut les incinérer. Là, ça coûte combien? On peut arriver jusqu'à 200 € le mètre cube. Alors on est passé de 4,50 € à 200 €. Donc on disait tout à l'heure avec Nicolas de ne pas mettre n'importe quoi dans les boues. Justement, Nicolas Juillet, j'aime bien l'exemple de l'agriculteur. Il dit si un thermomètre tombe dans les toilettes, il se casse, les boues deviennent impropres. Tout le stock. Tout à fait. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent dans ce cas? Qu'est-ce qu'elles deviennent, Nicolas Juillet? Dans ce cas où elles vont en décharge, où elles sont traitées en incinérateur ou en cimenterie, avec les coûts que Brice vous donnait actuellement. Et donc on a des contrôles permanents. Nous, je prends l'exemple, on a un agent qui va matin, midi et soir, donc qui fait ses relevés. Et selon les relevés, on voit si ça évolue dans le bon sens ou pas. Bon, en tout cas, voilà, on va continuer à compléter. On va parler justement de contrôle. Alors, comment les communes et les agriculteurs travaillent ensemble? Comment se coordonner pour sélectionner les parcelles? La Chambre d'agriculture intervient en tant qu'intermédiaire, mais pas seulement. Et je propose de voir en détail les services proposés. À la Chambre d'agriculture de l'Aube, Pascal Collet coordonne la valorisation agricole des boues au sein de la MVAD. MVAD, ça veut dire mission de valorisation agricole des déchets. Donc c'est une mission qui est financée par l'Agence de l'eau, le Conseil général et la Chambre d'agriculture. Et mon rôle dans la MVAD, c'est de faire l'interface entre les collectivités qui sont productrices de boues dans leurs stations d'épuration et les agriculteurs qui acceptent d'épandre ces boues sur leurs parcelles.
C'est Pascal Collet. Oui, Chaque année, elle organise des réunions de coordination pour chacune des 80 stations d'épuration du département, avec une cinquantaine d'agriculteurs volontaires et les communes concernées. Donc l'agriculteur arrive en disant je les ai mis sur telle parcelle, on a mis dans telle quantité, etc. Et de prévoir où vont aller les boues en 2012. Que chacun s'exprime en fait pour pas avoir de petits conflits. Ça peut être l'agriculteur qui peut-être ne veut plus les boues au dernier moment, ça peut être des boues où tout le monde veut des boues, il n'y en a pas assez, donc qui les prend en premier, etc. Ça peut être le prestataire qui est venu alors qu'il pleuvait et puis l'agriculteur n'était pas au courant. Enfin, ça peut être plein de petits problèmes. Les plans d'épandage, devenus obligatoires, permettent d'éviter les erreurs. En rouge, on n'a absolument pas le droit d'épandre des boues de stations d'épuration. Donc c'est le long des cours d'eau, à moins de 100 mètres d'une habitation. Après, on a en jaune-orangé, ce sont des endroits où c'est un petit peu plus délicat, c'est-à-dire que soit on a des sols qui sont un peu fragiles et on n'ira pas faire des épandages au printemps, surtout en conditions humides. Donc on réserve ces parcelles-là pour faire des épandages en été, dans de bonnes conditions. Et en vert, ce sont des parcelles dont les sols sont corrects. C'est l'agriculteur qui décide de mettre telle ou telle parcelle à l'étude dans le plan d'épandage et qui est susceptible de recevoir des boues. C'est-à-dire qu'on a des parcelles qui sont étudiées qui n'ont jamais eu de boues depuis 2000 quasiment. Les parcelles peuvent recevoir au maximum 30 tonnes de boue tous les 10 ans. Autre mission de la MVAD, grâce à des prélèvements, elle vérifie la qualité des boues. Une avant des épandages qui nous permettent de savoir si les boues peuvent aller ou non à l'épandage, et une au moment des épandages où l'analyse permet d'affiner et de dire plus précisément les éléments fertilisants qui ont été apportés par les boues. C'est-à-dire que l'agriculteur, lui, derrière, doit rendre compte. Il a ce qu'on appelle un cahier d'épandage, et dans ce cahier d'épandage, il doit noter tout ce qu'il met sur ses parcelles, et il doit préciser qu'il a amené des boues à telle date, en telle quantité, et que ça a amené tant d'unités d'azote, de phosphore et de potassium. Communes et agriculteurs s'engagent tous deux sur les services rendus par le biais d'une convention. En 2011, la MVAD a géré l'épandage de 16 500 tonnes de boue dans le département. La MVAD, c'est quelque chose que vous connaissez bien, Nicolas Juillet, je crois que vous l'avez créé. Oui, alors je l'ai créé pas tout seul, mais j'étais responsable de la commission environnement à la Chambre d'agriculture avant Christophe, et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer cette mission pour, je dirais, canaliser les choses entre les collectivités et les agriculteurs pour avoir un suivi et pour avoir surtout une personne extérieure qui puisse vérifier les choses, qui puisse programmer les analyses, qui puisse faire le suivi de l'épandage pour donner de la sécurité dans l'ensemble de cette filière. Ça a été subventionné à l'époque par le Conseil général, par l'Agence de l'eau. Je crois que c'était important que ça puisse être fait parce qu'effectivement, au niveau du coût, ça donne de la souplesse à nos collectivités de base. Alors, Christophe Fron, quand même une question à l'issue du sujet. À la fin, il était cité 16 500 tonnes de boue en 2011. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup finalement? C'est pas négligeable, mais effectivement, on peut, moi j'aurais tendance à dire, il y a suffisamment de surface en culture dans le département pour valoriser le maximum. Et il fut un temps encore pas si lointain où certaines boues du département de grandes stations étaient envoyées dans d'autres départements et envoyées à l'incinération. Quand on voit les coûts du transport et les coûts de l'incinération, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Donc heureusement, les choses ont évolué. Je pense qu'il faut sécuriser les choses dans l'intérêt de la collectivité, des usagers et dans l'intérêt de l'agriculteur et du produit final. Mais en tout cas, à partir du moment où on agit concrètement et en transparence, et c'est le rôle de cette mission de valorisation des boues, plus on a de transparence, plus les choses se passent bien. Alors, donc il n'y a pas de déficit de parcelles et d'épandage. Ah non, en revanche, l'organisation qu'on vient de voir, Christophe Pron, elle date de quand? Il y a 20 ans, 30 ans, ou c'est plus récent? Ça date d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Mais effectivement, avant, on était un peu dans le chaos où chacun faisait un petit peu tout et son contraire, en tout cas d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre. Donc il était vraiment... Et c'est peut-être un aspect qui n'a pas été
complètement abordé dans notre débat, mais le rôle de cette mission de valorisation des boues, et le rôle de Pascal Collet en l'occurrence, c'est vraiment de servir d'interface en appui à la collectivité pour la conseiller, pour la guider, comment on fait on peut gérer les boues le mieux possible. Et puis c'est aussi une interface vis-à-vis des agriculteurs en disant, ben voilà... S'il y a un problème, alors on l'appelle. Voilà, et même avant qu'il y ait un problème, c'est de dire, je suis capable de vous assurer que le contenu des boues c'est celui-ci, vous ne prenez pas de risque particulier en les recevant, et de toute façon, il y a une analyse faite juste avant l'épandage, et s'il y avait quelque chose qui clochait, de toute façon, elle serait interdite d'épandage. Nicolas Juillet, pour être tout à fait complet, je crois qu'il existe d'autres solutions dans le département. J'ai entendu parler de recycler les boues par compostage. Est-ce que ça existe vraiment et quel est le principe en quelques mots? Alors il existe aussi la possibilité du compostage. Donc les boues sont enlevées des stations d'épuration, mises sur des plateformes de compostage, mélangées avec des déchets verts ou avec des écorces ou avec un certain nombre d'autres éléments pour effectivement derrière être épandu en usage agricole ou épandu dans l'horticulture, pour l'horticulture par exemple, pour les pots de fleurs, pour ces choses-là. Et je crois qu'il y a un élément important aussi en complément de la mission de valorisation des boues, c'est le service d'assistance technique aux stations d'épuration mis en place par le Conseil général et l'Agence de l'eau, qui vient aussi conseiller les communes dans ce domaine-là, comme on a vu tout à l'heure Gaël Fernandez qui faisait le tour de toutes les stations d'épuration du département. Là, la station qu'on a vue en début d'émission, c'était 24 heures. Le compostage, c'est sûrement plus long. Alors, le compostage, c'est beaucoup plus long. Alors après, ça dépend des techniques de compostage, mais il faut en général entre 3 et 6 mois pour avoir un compost de qualité. Et puis, il faut avoir les plateformes de compostage à proximité aussi des stations d'épuration. Alors, il existe aussi des techniques d'affinage ou de compostage quand il n'y a pas possibilité de rejet en rivière de l'eau. Donc, l'eau sert aussi au compostage et est d'une utilité intéressante dans ce domaine-là. En tout cas, je trouve que c'était très intéressant. C'était une véritable découverte. Merci à tous nos 3 invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Et maintenant, on ne se lavera pas les mains comme avant. Merci et à bientôt. Merci pour ça.